Merci de nous rejoindre dans le débat du soir. À travers un communiqué en date du 11 juillet dernier, le ministre des Enseignements maternels et primaires a invité les 19 enseignants qui se sont manifestés pour la régularisation de leur statut à prendre service au plus tard le 25 de ce mois de juillet. Il s'agit des enseignants entre-temps radiés de la fonction publique pour avoir refusé de participer en 2018 à l'évaluation de leurs connaissances dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement au pays. Pour avoir sollicité la clémence du gouvernement, notamment à travers les responsables des confédérations et centrales syndicales. Le gouvernement, en Conseil des ministres, le 18 janvier 2023, a bien évidemment autorisé la réintégration dans la fonction publique, leur réintégration dans la fonction publique. Sur 27 attendus, 19 se sont manifestés et ces 19 ont jusqu'au 25 juillet 2025 pour prendre service. C'est ce qu'on peut lire dans ce communiqué du ministre des Enseignements maternels et primaires. On en parle ce soir avec mes invités et également un second sujet, cette visite de l'ancien président de la République. Cotonou, il a constaté la métamorphose de la ville à travers cette visite au Centre international de conférences et également sur la corniche est de Cotonou. Ces sujets seront débattus avec mes invités que je vous présente. Roméo Aïssegbe, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Mme Angèle, bonsoir aux téléspectateurs de la télé. Mohamed Saïti, vous êtes juriste, bonsoir. Bonsoir Mme Angèle, bonsoir tout le monde. Florent Russinon, vous êtes journaliste, bonsoir chers confrères. Bonsoir Angèle et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de télé. Merci d'avoir accepté notre invitation. On démarre par ce premier sujet qui concerne la réintégration dans la fonction publique de 19 enseignants du primaire. Roméo Aïssegbe, on peut dire que le gouvernement tient parole. Oui, le gouvernement tient parole, mais ça renvoie aussi à ce que représente l'État pour les administrés. Vous savez, quand si c'est par abus ou par affection, mais quand on veut appeler le chef de l'État, on l'appelle père de la nation. Et vous savez très bien que si on voit un père d'une famille, quelle que soit la faute de l'enfant, et dès que l'enfant revient sur ses pas, c'est évident que la société agit sur la vision, même si elle porte atteinte à la notoriété du père de famille, l'impact de tout ce que nous pouvons appeler intercession des autres membres de la famille finit par faire fléchir le père de famille. Et moi, je trouve à travers cet acte qu'a posé le gouvernement, ce que nous réclamons de tout pouvoir. Et ça fait partie intégrante de ce que nous pouvons appeler social, puisque vis-à-vis de l'État et des tests de l'État et des décisions du gouvernement, ses frères avaient décidé de se mettre à l'écart, de s'opposer, et donc avaient subi les rigueurs de la loi. Et nous avons constaté que l'État reste flexible, quel que soit le degré de la faute commise, lorsque la mise en cause reconnaît ses fautes et revient à la charge. Et je crois que c'est en même temps aussi un signal envoyé, puisque nous parlons quand même d'un incident produit en 2018 et nous sommes en 2025. Et donc, ça prouve en réalité la rigueur aussi de l'État. Ça prouve les bien fondés des réformes dans le sens de l'amélioration de l'éducation. Et ceux-là, s'ils n'avaient pas compris en 2018, le temps leur a permis de se rendre compte véritablement que c'était pour faire bouger les lignes, c'était pour avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. Et n'oubliez pas, nous étions dans cette période de 2018 où il y avait des réformes dans tous les secteurs, surtout au niveau de l'éducation. Et nous avons plus tard, de 2018 à 2025, nous avons des résultats en cette année qui montrent et qui témoignent véritablement des bien fondés de ces réformes. Donc, premièrement, je salue l'honnêteté de ces 19 enseignants qui ont reconnu à travers les résultats palpables que, bon, quoi qu'ils avaient leur argument, leur raison de se mettre en retrait,
pour subir la rigueur de la loi. Ils ont compris que les résultats les ont convaincus et c'est une honnêteté intellectuelle que de revenir aussi à la charge. Voilà. Voilà. Il faudrait préciser qu'il n'y a pas que les enseignants du primaire, il y en a également du secondaire, mais là, c'est le communiqué cible ceux du primaire. Allez, Mohamed Saïti, cette décision, ce communiqué, puisque c'est le nouvel élément, ce communiqué, peut-être vient prouver à suffisance que le gouvernement n'est pas systématiquement dans la punition. L'exécutif peut parfois être conciliant. L'exécutif peut parfois être conciliant tel que c'est le cas sur la question que nous abordons ce soir. Déjà, faut voir que la règle de droit, c'est vrai, qui donnait, je veux dire, l'onction au gouvernement de sévir en raison de ce que ces enseignants s'étaient refusés de s'obliger. De s'obliger à la règle qui était adoptée à un moment donné. Mais en même temps, le gouvernement, par cet acte, vient de démontrer la vocation première même de la règle de droit, qui est d'assurer la paix sociale, la sécurité sociale. On n'est pas là... la vocation première de la règle de droit, ce n'est pas la sanction. C'est d'abord assurer cette paix sociale, et cette paix sociale passe par ces actions qui permettent la cohésion sociale. Je voudrais également, en même temps que nous saluons le président de la République pour cet acte, il faut revenir dire que les syndicats ont joué leur rôle de négociation. C'est ça aussi le rôle des syndicats définis par les textes, défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, des syndiqués. Alors ici, ils ont valablement défendu ces syndiqués auprès des autorités compétentes et leur revendication, ma foi, a eu un écho favorable. C'est à leur actif, c'est également à l'actif de ceux-là qui ont accepté ces doléances de la part de ces syndicats. Florent, sinon c'est un mot que vous n'aimez pas trop, mais c'est quand même une mesure à caractère social, on peut le dire. Non, il s'agit d'une mesure de réparation. D'une mesure de réparation, puisque, vous savez, en 2018-2019, lorsque le gouvernement a initié cette réforme de jauger le niveau de ceux qui ont été formés dans les universités, les écoles normales supérieures du pays, les syndicats s'étaient levés vent debout pour faire comprendre aux initiateurs de cette réforme qu'en réalité, il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du père. Et en son temps, les initiateurs de cette réforme ont foncé tête baissée. C'est heureux qu'à un niveau donné, que le président de la République s'est rendu compte qu'à un moment donné de la gestion du pouvoir public, il y a eu une légèreté, il y a eu une faiblesse d'affirmation de l'autorité publique. C'est cela qu'il faut d'abord saluer. Vous oubliez que cette décision n'aurait pas lieu si les concernés n'avaient pas demandé clémence. Ce n'est pas le chef de l'État qui a décidé. Ce n'est pas une question de... C'est tout un processus qui a conduit oui, à ce dont nous parlons. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand si ça les intéressés reconnaissent à un moment donné qu'ils ont eu tort, bah, c'est que la faute, elle est reconnue. Tout à l'heure, Saïti parlait de négociation. Et je pense que c'est en ces termes-là qu'il faut comprendre le retour de ces enseignants, le retour progressif de ces enseignants radiés dans la fonction publique, parce qu'ils ne sont pas tous revenus, puisque la plaie, elle est profonde. Ceux qui ont été radiés manu militaire de la fonction publique en son temps, mais la décision a fait des éplouris, ça a fait des familles meurtries. Ce sont des cicatrices qui ne sont pas oubliées. Et donc, je dis que c'est une mesure de réparation, de justice sociale. Et non seulement une mesure de justice sociale, il faudrait qu'il y ait tout l'accompagnement pour que ceux qui reviennent ne soient pas pris comme disons, des employés de l'État qui se sont retirés à un moment donné et qui décident de venir. Donc, on emploie des mesures de dissuasion où on les affecte à des postes des postes bas. Il faudrait qu'ils soient très bien traités. Parce que
ils ont décidé eux-mêmes de revenir servir l'État. L'État, je dis. Donc, moi, je dis que c'est une mesure de justice sociale, de réparation. Et c'est bienvenu. C'est bienvenu qu'en 2023, lorsque le communiqué est sorti, c'est bienvenu, puisque à un moment donné, le pouvoir s'est remis lui-même en cause. Et c'est ce que nous demandons. Que le pouvoir, dans la mise en œuvre de certaines réformes républicaines, se remette en cause, s'auto-évalue, pour voir à quel degré il peut amoindrir les chocs. C'est cela. Alors, Roméo Aïchekbe, tout à l'heure, M. Saïti évoquait déjà la valeur de négociations syndicales. Florent Russinon a mis l'accent là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas toujours tout ce qui se dit dans les organisations ou les rencontres gouvernement-syndicats qui sont systématiquement rejetées par le gouvernement? C'est une question, compte tenu de ce dont nous parlons. Bien sûr. Et vous reconnaissez avec moi que depuis 2016, précisément à partir de 2017, il y a un dialogue permanent, une porte ouverte entre le gouvernement et les syndicats, les différents corps des syndicats que nous connaissons au Bénin ici, pas que les enseignants quand même, et que les portes sont ouvertes. Ce que moi j'ai noté, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de cette prouesse, de cette avancée, dans un contexte aujourd'hui où les droits de grève ont été encadrés. D'accord, où aller en grève de façon qu'on connaissait jusqu'en 2015-2016 a été encadré et régulé. Et nous voyons des résultats venant des négociations de ces syndicalistes, ce qui prouve en réalité que déjà même on peut faire un clin d'œil en disant, en retirant le droit de grève ou en encadrant autrement le droit de grève, pour favoriser les résultats, le gouvernement ne s'entendait pas à ne pas répondre aux préoccupations des syndicats ou des employés. Et vous convenez avec moi aujourd'hui que sans qu'il y ait tapage, sans qu'il y ait plus de marge, sans qu'il y ait plus de marge, sans qu'il y ait plus de grève ou de cris autrement comme on connaissait il y a de cela 9 ans, 10 ans, qu'on a quand même des résultats par rapport aux négociations qui s'opèrent au niveau des deux parties. Je crois que c'est chacun des deux parties qui a dû accepter, sacrifier quelque chose pour qu'on en arrive à ce pas de plus. Et je m'inscrirai dans une posture de ce n'est pas une réparation en tant que telle, mais c'est plutôt une avancée. Parce que, qu'on le veuille ou pas, si les autres avaient décidé de ne pas se mettre en rang en son temps, c'est qu'ils estimaient que la voie que le gouvernement imposait n'était pas la bonne. Mais au fil des années, on peut reconnaître que s'ils sont revenus et renégocier leur intégration, n'est-ce pas, c'est qu'ils ont constaté les résultats. Parce que, qu'on le veuille ou pas, que nous élaborions un plan à une date T, vous convenez avec moi que c'est pour atteindre des objectifs pendant une période donnée. Et au cours d'une période donnée, vers la fin du mandat, on a vu les résultats de cet acte-là. Moi, je pense qu'on n'est plus à l'étape de condamner, par exemple, ces décrets, ces décisions du gouvernement, plutôt nous fixer sur les résultats que nous avons obtenus. Et en plus de ces résultats, la main tendue et la main acceptée du gouvernement. On a senti la main tendue du côté des mises en cause et les centrales et confédérations syndicales ont travaillé à ce que le gouvernement aussi tende l'oreille et accepte qu'on en arrive là. Et moi, je souhaite même que cette même posture soit étendue à tous les autres secteurs qui ont été touchés à un moment donné par ceux qui ont résisté à des réformes. Parce que n'oublions pas, ces réformes ont eu des impacts sur le pays, tant dans les secteurs que sur l'économie du pays. Donc, acceptons quand même que nous reconnaissions les bien fondés, n'est-ce pas, de ces pas et aussi le dialogue permanent qui est entre travailleurs et dirigeants que nous avons assisté les 9 dernières années et encourageant à ce que ça s'améliore de jour en jour. Voilà. Alors, Mohamed Saïti, Florent Russinon soulevait un élément qu'il ne faudrait pas que ces personnes réintégrées puissent connaître de représailles. Doit-on douter de la bonne foi de la fonction publique qui prête à les accepter malgré peut-être les divergences à un moment donné?
D'abord, la remarque que nous faisons, ce sont les intéressés qui ont fait le pas vers l'autorité à travers leur représentation syndicale. C'est déjà un premier pas, c'est déjà bien. Ensuite, le gouvernement a accueilli favorablement cette démarche en les intégrant. Alors, je ne crois pas, je ne parlerai pas en termes de représailles. Je dirais qu'ils seront affectés nécessairement à des postes. D'accord, pas nécessairement là où ils étaient au moment de leur radiation, mais à un poste qui peut-être équivaut à l'endroit où ils étaient. Cela dit, la loi prévoit notamment le statut général des agents de la fonction publique que lors de la réintégration, quiconque va s'opposer à l'endroit où on le mettra va être une cause de licenciement. Vous voyez, c'est une cause de licenciement. Et donc, quand vous allez lire le sous-chapitre qui traite des licenciements, lorsqu'on réintègre une personne à un poste et il estime qu'il résiste, alors là, c'est une cause de licenciement, il va être licencié. On ne va pas parler en termes de représailles, mais les gens seront là, ils vont être accueillis, ils vont être envoyés au poste qui existe, au poste que le dirigeant qui a l'habilitation pour le faire d'ailleurs. C'est ça aussi. L'autorité administrative a l'onction, a la possibilité, a le droit, on va dire, de placer l'agent public où il veut. C'est son droit de le faire. D'accord? Et donc, partant de ce postulat, je ne parlerai pas, en tout cas moi, de représailles lorsque l'instituteur qui était, par exemple, au CGE et à l'école de Bégamin, on l'envoie désormais à l'école de Natitengu ou de Parakou ou de Porto. Je ne parlerai pas en termes de représailles. Ces positionnements se font selon une certaine procédure. Souvent, exactement. Une procédure. Et donc, pour ma part, ce ne sera pas de représailles. C'est déjà ce qu'il faut saluer, c'est leur retour. Ils y ont tenu et puis bon voilà, aujourd'hui ils sont là, on leur donne jusqu'au 25 de ce mois pour s'enregistrer au niveau de leur direction départementale respective. S'ils le font, ils vont prendre service certainement dans ces départements. On ne sait pas, les réalités de l'administration sont connues par les dirigeants elles-mêmes, même j'allais dire. Oui. Et là, on verra la suite. On verra la suite. Oui, Florent, avec le temps, vous êtes journaliste, vous irez nous dire ce que vous avez constaté sur le terrain. Évidemment, allez, moi, ma prochaine question à vous. Ceci étant acté, est-ce qu'on peut dire que toute récidive peut être punissable avec la dernière rigueur au besoin? Oui, je pourrais vous poser la question d'abord. Non, mais une fois que ce sont les enseignants eux-mêmes, ces instituteurs eux-mêmes qui ont manifesté leur volonté de revenir à la fonction publique, je ne pense pas qu'il y ait de récidive. Non, je ne pense pas. Ce que je souhaite, c'est comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, Roméo, le chef de l'État qu'on désigne comme père de la nation, qu'il puisse effectivement réunir autour de lui tous les fils de la nation. Vous savez, ils sont 27, il n'y a que 19 qui sont venus. Et les autres, pourquoi est-ce que les autres ne viennent pas servir? Doit-on les forcer? Non, il ne faut pas les forcer. Je ne demande pas de les forcer. Qu'est-ce que vous demandez? Mais ce que je demande, c'est qu'on puisse faire l'unanimité autour de cette volonté-là de ces enseignants, de ces instituteurs qui veulent servir le pays. Donc, qu'on arrive... faire de cette unanimité, Florent? Ils doivent décider. Qu'on ne procède pas à une réintégration en apartheid, qu'on procède à une réintégration intégrale. Et donc, qu'on arrive, que le ministre concerné fasse preuve de leadership pour amener les autres qui sont encore hésitants, qui hésitent, à venir servir la nation. Puisque la nation a besoin d'eux. La nation a besoin de tous ses fils pour développer. Et donc, l'éducation, davantage, en a besoin. Donc, je demande, moi je prie le ministre de continuer le travail. Une fois qu'il a déjà une quote qui s'est décidée à servir la nation, alors que le ministre prenne la perche et qu'il aille avec son bâton de pèlerin, qu'il nous amène ceux-là qui sont encore hésitants, qui arrivent à dissiper tout ce qu'il y a comme, disons, anguille sous roche, afin que le système éducatif soit un système qui bénéficie de la compétence de ces enseignants qui ont été formés
aux frais de l'État et à leurs frais. C'est cela. Mais si les intéressés ne voudraient pas le faire, ne serait-il pas les obliger à faire, à revenir alors qu'ils n'en ont pas envie? Justement, nous sommes en démocratie et chacun est libre de jouir ou de ne pas jouir des avantages que lui présente l'État. Et voyez un peu, il y a aussi un temps qui s'est écoulé. Hein. Nous savons que dans le monde est dynamique et en réalité, c'est la majorité qui a accepté. Sur 27, il y a 19 qui sont revenus. Attendu, 27 attendus. 27 attendus, bien sûr, mais 19 sont revenus, vous voyez. Et pourquoi ne pas penser dans le sens positif que les autres ont trouvé mieux? Voilà, donc le monde a évolué. On ne va quand même pas imposer à quelqu'un qui, entre-temps, travaille dans un secteur privé qui lui rapporte mieux, qui lui permet de concrétiser, d'accomplir ses rêves, de revenir. C'est vrai, c'est le sens patriotique qui demande qu'il revienne. Ce que moi, je dirais plutôt, c'est qu'il fasse signe. Peut-être pour notifier à l'autorité que, nous voudrions bien revenir, mais pour le moment, nous sommes pris pour des services quelque part, toujours dans le sens de permettre à ce que notre pays évolue. Parce que, sachez-le, hein, chaque citoyen qui évolue, que ce soit sur le territoire béninois ou ailleurs, c'est le Bénin qui évolue, parce que c'est le drapeau béninois, c'est le citoyen béninois. Et donc, il peut arriver que celui-ci est déjà peut-être immigré quelque part où ça lui prospère et tout ça. Donc, je reste dans la posture jusqu'à ce que peut-être ce groupe-là, de ceux qui sont réticents, qui n'ont pas répondu présent, puisse récriminer peut-être contre d'autres conditions. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'ils ont trouvé mieux, à mon avis, ils ont trouvé mieux, et cela pourrait leur permettre, n'est-ce pas, de ne pas revenir forcément. Et si le besoin y est, il y a d'autres compatriotes béninois qui sont encore en attente et qui souhaiteraient accomplir. Ici, c'est que le nombre est manquant véritablement. Les autorités ne manqueront pas de la main-d'œuvre. Nous sommes dans un pays où tout le monde cherche à faire. Et donc, voilà ce que moi, je peux dire dans ce sens-là. Oui, Mohamed Saïssi, sur la même question. Oui, pour ma part, ce n'est pas à l'État d'aller derrière ceux qui ne sont pas encore revenus. D'ailleurs, les 19, ce n'est pas l'État qui est allé derrière eux, ce sont eux qui sont arrivés et l'État les a accueillis. Et je pense que ceux qui restent encore, s'ils souhaitent venir, j'estime que le gouvernement ne va pas fermer la porte pour ceux-là. Il va les accueillir, j'estime. Cependant, il ne faut pas occulter ce que notre ami a dit ici. Peut-être qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Et il n'y a pas que la fonction publique pour servir l'État. Il n'y a pas que la preuve. ETL, ce n'est pas un service public. Et pourtant, vous participez à la consécration, à l'effectivité du droit à l'information. C'est une manière de servir l'État. Peut-être que ces personnes ont trouvé mieux ailleurs et ils vont s'épanouir dans ce qu'ils font désormais. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas revenus. S'ils décident de revenir, l'État sera là pour les accueillir certainement et on verra la suite. Voilà. Alors, on va embrayer sur le second sujet. Il y a quelques jours, cette visite de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, a fait le tour des médias. Le patriarche s'est rendu au Centre international de conférences de Cotonou rénové, sous couvert d'aujourd'hui du Sofitel Hotel, puis sur la corniche est de Cotonou qui mène au PLM. Alédio, il n'a pas caché ses impressions de voir la ville métamorphosée. Ce n'est pas la première fois que l'ancien président de la République exprime sa satisfaction. On peut dire que le patriarche, malgré ses positions tranchées sur certains sujets, n'est pas forcément dans du nihilisme. Florent Wissino, la question elle est pour vous. Vous savez, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo donne un message, un éminent message d'humilité, un éminent message d'homme d'État qui a pris le temps d'observer ce qui se fait dans son pays et de montrer que si par le passé, on a adopté des positions tranchées, c'est qu'arrivé à un moment donné, on peut faire preuve d'humilité. C'est sous cet angle-là que moi je perçois les sorties de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous savez, il a plus de 90 ans déjà.
Et ce n'est pas qui n'a pas de télévision à la maison. Ce n'est pas qui n'a pas de connexion ni d'abonnement à la maison. Il peut voir tout cela à la télé. Mais il s'est déplacé lui-même pour aller sur le terrain. Vous voyez? Le contact visuel est toujours oui, différent. Justement, exactement. Et donc, c'est signe de ce que ces sorties ne sont pas des sorties innocentes. Ce sont des sorties, en réalité, qui doivent parler, qui doivent montrer qu'en réalité, le pardon élève. Mais Florent, je ne vous coupe pas, mais le pardon a quoi à voir dans une visite de grand chantier? J'avoue que là, j'ai eu un bug en introduisant tout à l'heure, vous avez dit que par le passé, l'ancien président a eu à adopter des positions qui n'ont pas été des positions qui vont favorables. Quelquefois, c'est critique. Oui, des positions qui n'ont pas été des positions favorables au gouvernement en place. Aujourd'hui, c'est le même Nicéphore Soglo qui prend son bâton de pèlerin et qui s'émerveille devant l'œuvre que lui-même, l'œuvre dont il est ancêtre. Mais aujourd'hui, il s'émerveille devant cette œuvre pour avoir vu que le preneur Patrice Talon a fait quelque chose de grandiose. Et donc, c'est signe de ce que on peut adopter des positions tranchées par le passé, mais après, on peut fléchir. Le sage, quand il veut parler, il parle à partir de messages, il parle à partir des écrans. C'est bien. Et c'est cela. Vous aurez une seconde de prise de parole. Oui, Roméo Aïsségbé, je ne sais pas si vous partagez forcément ces analyses. Moi, ma question, c'est une énième preuve que l'ancien président de la République n'est pas forcément dans du nihilisme concernant le changement physique du Bénin depuis 2016, si on s'arrête à cette époque. Merci infiniment. Vous savez, pour comprendre et mieux comprendre les sorties de l'ancien président, le respectable ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, il faut revenir sur un surnom qu'on lui a attribué en 90-91. Il s'était surnommé le maçon. Le maçon. Et donc, souvenez-vous qu'en 89-90, nous étions en train de sortir d'une crise où ce qui avait motivé tous ceux qui étaient dans la diaspora, y compris M. Nicéphore Dieudonné Soglo, qui avait occupé des postes à l'international, aux États-Unis et partout, c'était qu'ils avaient envie de revenir construire leur pays. C'est pourquoi, malgré que c'était hostile par rapport aux droits et à la démocratie, ils sont revenus s'asseoir pour décider de comment sortir le Bénin de l'ornière et de la honte. C'est vrai que chaque chose devrait se faire en son temps. Nous avons mis 30 ans à vouloir nous réjouir juste de la démocratie, de l'alternance au pouvoir. Mais la vision du premier dirigeant de cette ère du renouveau démocratique, qu'est Nicéphore Dieudonné Soglo, à qui Dieu nous a permis et lui a permis aussi d'être vivant 30 ans plus tard, est de voir son rêve devenir réalité et de voir aussi, d'une part, ces réalisations restaurées et sauvegardées. Voilà, en fait, si on ne rentre pas dans la peau de notre aïeul, si on ne rentre pas dans la peau de notre grand-père, qui lui est resté au feu, il était au front, c'est quelqu'un qui est allé au charbon, qui a travaillé, qui était l'incompris de son temps, qui avait voulu qu'on lui renouvelle un mandat pour qu'il puisse atteindre des objectifs et qu'on ne lui a pas renouvelé. Souvenez-vous qu'il avait contesté les résultats en 1995. Et pourtant, il a laissé passer, il se dit, bon, même si je n'arrive pas à faire, les gens le feront. Souvenez-vous qu'il est revenu en politique en tant que maire pour construire ce même Cotonou. Voyez l'amour qu'il a, certainement, traduit par la vision politique et qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Et pour mieux comprendre Soglo aussi, il faut reconnaître que le président Patrice Talon, en 2016, disait quelque chose sur un plateau de télévision que les gens ont tout fait de mal comprendre, que Soglo a bien compris. Il a dit que ce qui permet à un chef d'État d'être réélu, ce n'est pas son bilan. Si on devait tenir compte du bilan, en 95, Soglo serait réélu. KO. Ça, tout le monde est là, tout le monde connaît. Mais Talon disait que la démocratie, telle qu'on était, la manière dont on avançait, ce n'était plus le bilan qui permettait à un chef d'État d'être réélu. Ce n'était plus qu'on voit la métamorphose, ce n'était plus qu'on voyait les développements, c'était plus qu'on ne voyait l'impact de l'avancée du programme politique de cet homme-là au pouvoir avant de lui permettre de renouveler. Mais c'est sa manière à tenir les grands électeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a constaté dans les 9 dernières années
qu'un homme est venu et s'est concentré sur travailler et est impopulaire. C'est ça le truc. Et nos aînés politiques, en dehors de Nicéphore Dieudonné Soglo, nos aînés, tels que ceux qui avaient participé à cette conférence-là, je ne vais pas les nommer pour qu'ils prennent autrement, mais ils se reconnaissent, devraient faire la même chose que Nicéphore Dieudonné Soglo, si c'est que ces débats qui sont passés. Donc, en faisant le documentaire, en faisant un collage entre les images de 89-90 jusqu'à la conférence et le mandat des 5 ans de Soglo à la tête du Bénin, et en voyant ce qui s'est passé les 9 dernières années, on peut comprendre aisément l'enthousiasme qui anime Nicéphore Dieudonné Soglo de faire ce pèlerinage ou ce tourisme interne. La fierté pour lui d'aller voir, qui vous souviennent, les personnes âgées ont souvent des ennuis de santé. Non, je vais chuter. Les personnes âgées, vous savez très bien que rentrer dans le 3e âge, c'est aller régulièrement aux soins. Oui. Et il est d'abord allé apprécier le fait qu'il n'est plus obligé de rentrer dans un avion avant de se soigner. Et ça, c'est logique. Voilà. Et il voit maintenant que pour nourrir ses yeux, pour avoir la fierté d'être chez lui, il n'a plus besoin de faire des kilomètres dans Cotonou. Il suffit d'aller au niveau de la corniche, aller vers les ouvrages, les infrastructures que lui aussi aurait voulu. Et souvenez-vous, quand on parle de francophonie dont on parle, c'est le 6e sommet des chefs d'État de la francophonie. C'est un sommet qui réunit les chefs d'État. Et l'ouvrage a été remis à la mode pour permettre à tout chef d'État du monde aujourd'hui de se sentir à l'aise dans une conférence à l'intérieur de cet ouvrage-là, qui n'a pas été pendant toutes les gouvernances passées. Mohamed Saïdi, dans les propos de l'ancien président de la République, on l'a entendu apprécier pratiquement la rigueur et la méthode avec laquelle on travaille aujourd'hui pour avoir ces résultats qui l'ont émerveillé. Je voudrais revenir juste un peu derrière pour citer le professeur François Biola qui disait tant qu'il reste à faire, c'est que quelque chose a été fait. Donc, il s'inscrivait en faux quant au fait de dire que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. C'est qu'il faut d'abord reconnaître que quelque chose a été fait. Vous pouvez être critique n'importe comment, il faut d'abord reconnaître. Il faut reconnaître quand il y a des éléments tangibles, des éléments palpables, il faut reconnaître. Et c'est ça, moi je vois la démarche du président Nicéphore dans cette perspective-là. Reconnaître que quelque chose est fait. Reconnaître que quelque chose est fait, il faut saluer ça. Et de loin, on peut tout reprocher au président Talon. C'est quelqu'un de la méthode. Il a de la méthode. Et il réfléchit, il n'est pas pressé, avec une démarche rigoureuse. Il veut atteindre un but, un résultat. Il se donne les moyens d'atteindre ce résultat. Pour lui, en tout cas, de l'extérieur, de loin, ce que je vois, il rêve gros. Et il se donne le moyen de réaliser ses rêves. Vous me permettez de prendre, moi, depuis avant-hier, je regarde, il y a un visuel qui passe sur les réseaux, sur la cité ministérielle, particulièrement. Bon, peut-être moi, je dirais, peut-être moi, je ne sais pas d'autres, que, ben écoutez, fais les choses de cette façon, c'est trop coûteux, je laisserai. Et puis, en même temps, je voudrais peut-être prendre un avion et aller en Europe, regarder ces mêmes choses là-bas. Chez moi, désormais, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Et il faut continuer dans ce sens, de redonner une image à notre pays. Il faut continuer, qui soit là, il faut quand même continuer. Et je me suis amusé à dire, le président Talon a mis la barre très haute. Que ce soit lui, que ce soit celui qui va le suicider, que ce soit de son bord ou d'un autre bord, on ne peut pas se permettre de faire moins. On ne peut pas se permettre de faire moins. La barre est mise très haute. Nous allons espérer que cela continue avec cette méthode, cette rigueur dans les manières de faire. Et c'est ça qui paye. C'est ça qui paye. Oui, Florent Russinon, à travers cette posture de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, pensez-vous que ça peut être un message pour peut-être ceux-là qui ne préfèrent voir que de la poutre dans l'œil peut-être du gouvernement en place? Non, vous savez, chacun analyse
les réalisations du gouvernement à partir de ses intérêts politiques et rester dans une posture de tirer à boulet rouge sur tout ce qui se passe n'est pas disons, constructif pour la nation. Il faut, moi, je demande à ce que l'on exerce son esprit critique vis-à-vis et face à ce qui se fait. Et non, l'esprit de critique et rester là tout le temps à dire à peine tout en noir. Non, ce n'est pas à peine tout en noir, mais c'est de regarder, c'est de prendre les acquis et de proposer à ce que on puisse améliorer ces acquis-là. Et moi je dis, pour améliorer ces acquis, c'est qu'il faut une certaine flexion du chef de l'État. Il faut une certaine flexion sur des questions d'intérêt national. En tant que vous voyez, il est parti. Oui, justement, il est partant. Oui. Mais il ne doit pas partir comme cela. Parce qu'il voudrait que. Vous voulez qu'il fasse un troisième? Non, il ne peut pas partir comme cela. Est-ce que vous voulez qu'il fasse un troisième officiellement? Il a encore, vous savez, dans 15 jours francs, nous allons fêter, nous allons célébrer notre fête nationale. Et c'est une occasion, je crois que c'est la dernière fête nationale que le président de la République, Patrice Talon, organise en tant que président de la République. Et il serait très bien, comme il veut qu'on soit de 2026, qu'on le porte en triomphe, il serait très bien qu'il décrypte la situation nationale en ayant une attitude flexible. Il avait dit que lui n'accorde pas de pardon. Effectivement, le pardon vient de Dieu. Mais l'homme n'est grand qu'à genoux. Et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo nous montre l'exemple. Bien, je note que c'est votre doléance à vous. On va finir sur le sujet avec cette exhortation de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, à la fin de la visite, surtout sur la corniche qui mène au PLM Alédio. Émerveillé évidemment par la beauté de l'espace aujourd'hui. Nicéphore Dieudonné Soglo a fait une doléance que métamorphose, là je suis en train de le paraphraser, ne rime pas forcément avec l'oubli de l'histoire. Merci infiniment. Quand on parle de l'histoire d'un peuple, on parle de sa fierté, on parle de la culture de la fierté. Et vous convenez avec moi que si le président Nicéphore Dieudonné Soglo est resté au Bénin pendant les 10 ans du pouvoir du président Boni Yayi, et il y avait eu tout ce que vous savez, comme Sensad et d'autres sommets, et que le président n'a pas fait les mêmes promenades, d'accord? Qu'il est resté au Bénin pendant les 10 ans qui vont faire le terme du président Patrice Talon, et qu'il voit que les aspirations, et n'oubliez pas qu'il parle de ne pas oublier l'histoire, c'est un historien et écrivain. Nous parlons de quelqu'un qui est particulièrement attaché à la culture. Nous parlons d'un président, un ancien président, qui a écrit un document que je n'ai pas encore eu la chance de tout lire, je n'ai lu que les résumés, qui me donnent envie d'aller chercher le document pour lire. Nous parlons de quelqu'un qui est dans, je dirais, dans un collectif des chefs d'État, des anciens chefs d'État africains, je crois qu'il doit être le vice-président. Et s'il parle de cette identité à ne pas oublier, à ne pas bafouer, c'est justement la restauration des ouvrages qui nous rappellent notre identité. Et il n'a pas parlé à un endroit au hasard. Il est sur la route qui nous rappelle l'hôtel PLM Alédio, et qu'il vous souvienne dans les programmes de gouvernement, une restauration de ces lieux est encore en cours aujourd'hui. Alors, s'il va sur ces lieux et qu'il tient de tels propos, cela nous rappelle, cela nous rassure qu'un souvenir veut encore sortir des terres pour, n'est-ce pas, montrer que le Bénin est parti de quelque part. Et ça me réconforte dans ma position, dans ma compréhension de cette démarche, puisque c'est quelqu'un qui se souvient d'où c'est parti pour qu'on ait des pavés à Cotonou. C'est de PLM Alédio que c'est parti. Et retourner sur ces lieux aujourd'hui, il rêvait certainement de voir un ouvrage à l'image de la restauration, de la rénovation du CIC. Il rêve de voir ça. Et donc, s'il interpelle sur l'histoire, il interpelle non seulement le gouvernement, mais il interpelle aussi ceux qui vont le suivre pour leur dire, renseignez-vous à chaque endroit où vous devez ériger un ouvrage sur l'histoire, questionner l'histoire, demander ce qui s'est passé ici et restaurer l'histoire pour que nous soyons dignes. Vous savez, de plus en plus, nous avons atteint un certain niveau
ces derniers jours où le Béninois, qui qu'il soit, de l'opposition de la mouvance, lettré ou illettré, est fier d'inviter les gens à venir chez lui. Pour ceux qui ont eu la chance de sortir du pays, je peux vous dire qu'il y a de cela 11 ans, 12 ans, 9 ans même, des tours de sommet au niveau des leaders fédéralistes panafricains auxquels j'appartiens et dont je fais partie des membres du bureau, font des tirages au sort pour choisir les pays où on doit organiser des sommets, où les 52 pays africains et les diasporas vont se tenir. Et j'esquive que ça ne tombe pas sur le Bénin, parce qu'on commence par réfléchir où est-ce qu'on va organiser ça. Et on connaît quand on va chez les autres, les sites touristiques, historiques, quand on va au Mali, bon, malheureusement, le terrorisme a détruit Gao et autres. Sinon, quand on allait au Mali, il y avait des sites touristiques et qu'on partait, l'histoire du Mali est racontée, les mémorials sont construits par d'ici et par là, et ça le Malien est fier de nous raconter son histoire. Mais nous, on avait quoi pour raconter? Aujourd'hui, je vous dis, je suis en train de demander, même avec empressement, et ce sont à travers les images et les communications sur les réseaux sociaux et autres que les autres aussi demandent à venir au Bénin pour venir voir de leurs propres yeux. Et on peut leur raconter comment est-ce qu'on a quitté la révolution pour la démocratie. Et pour raconter ça là, avant d'aller au CIC, qui a été conçu en 1995, il faut aller en 90, 89, d'où c'est parti. D'où est-ce que nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des débats qui se passent aujourd'hui. Si tu ne connais pas l'histoire, tu vas vouloir traiter la démocratie du Bénin à l'image de la démocratie de la France. Mais si tu connais l'histoire, tu sais quelle marche on est en train de faire, tu connais l'histoire des autres pays, tu vas comprendre que non, là où nous en sommes n'est pas encore criard et qu'on ne devrait pas incriminer pour autant ce que nous faisons merveilleusement bien au Bénin. Mohamed Saïti, une doléance de l'ancien président de la République prise en compte déjà dans les projets en cours. J'allais faire la même chose parce que j'ai régulièrement pensé au devenir de PLM Alédio. Il faut le dire, PLM Alédio, c'est le support de l'histoire du Bénin aujourd'hui. PLM Alédio a été un carrefour de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut le dire, 90, si 90 n'était pas là, si l'événement de 90 n'a pas été là, on ne sait pas ce qu'on serait aujourd'hui. On ne peut pas imaginer quel sera aujourd'hui le visage du Bénin. 90 a été un tournant majeur et ce 90 n'a pas été sans PLM Alédio. Et réfectionner PLM Alédio, rénover PLM Alédio, je pense ma foi que c'est mettre de l'encre indélébile sur l'histoire que plus tard les gens vont écrire. Les générations à venir, nos jeunes frères qui viendront, plus tard nous serons des pépés et nos enfants vont s'abreuver à ce que l'on écrira sur ces lieux qui ont servi de support à ce qui s'est fait en 90 et qui aujourd'hui a de l'empreinte sur le Bénin d'aujourd'hui, Il va falloir sinon quelque chose à rajouter. On a fini. Vous savez, pour nous qui sommes de la génération 90, c'est le cœur et l'âme meurtrie qu'on a appris que PLM Alédio a été rasé. Mais si on doit rénover PLM Alédio, il faut rénover à l'identique. Voilà qu'on a tout rasé. Alors qu'est-ce qu'on veut rénover? C'est la question que moi je me pose. Sur le plateau ici, c'est pas le fait qu'on ait rasé que vous n'aurez pas la même architecture, s'il vous plaît. Donc, franchement, croyez-moi, dans l'architecture, on peut raser, on peut même bombarder. Et vous aurez l'authenticité de l'architecture et même bien rénovée. Et ça, là, il faut en être sûr. C'est notre prière. Voilà. Merci à chacun de vous. Mohamed Saïti, juriste, Romeo Aïsegbe, analyste politique, et vous, Florent Rossinon, vous êtes journaliste. Merci pour votre disponibilité à animer ce plateau avec nous. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Nous avons débattu de deux sujets. La réintégration de ces 19 enseignants du primaire dans la fonction publique. Voilà. Le gouvernement qui tient promesse, une mesure appréciée et saluée par nos débatteurs qui voudraient que ces citoyens puissent continuer pleinement à jouir de leurs droits. Et le second sujet, nous avons parlé de cette visite de l'ancien président de la République au CIC rénové, également à la corniche est de Cotonou, émerveillé par la métamorphose. L'ancien président de la République a apprécié la rigueur et la méthode de gouvernance qui change
visage du Bénin, tout en plaidant pour que l'histoire ne s'oublie pas, que rénovation ou métamorphose ou développement ne rime pas forcément avec oubli. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent et cette émission reste disponible sur nos canaux digitaux. ETélé avec vous, pour vous. À demain.